Modo, j'ai fini ma course le lundi matin à 2h et là, la Transgrands-Canaria, elle partait le vendredi à 23h59. Donc, j'ai eu 5 jours pour récupérer. Donc, je savais pas trop dans quel état j'allais être quand même. Si, j'ai peut-être pas aussi bien mangé qu'il aurait fallu. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai été anémiée et ça m'a complètement flingué ma saison de l'année dernière, en fait. 70 heures, 3 jours sans dormir, je peux. Si j'ai en... Pas du tout Pas du tout. Ou alors peut-être 5 minutes, quoi. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Allez, aujourd'hui, nouvel enregistrement avec Claire, la fameuse Claire Banwarth. Comment ça va, Claire ? Écoute, ça va, un peu fatiguée. Je sors de la Transgrands-Canaria. Ouais, j'ai cru voir ça passer très rapidement sur les réseaux avec une nouvelle course pour toi. Tu es un peu une habituée, on aura l'occasion d'en parler de ça justement. Mais pour tous ceux qui n'auraient absolument jamais entendu parler de Claire, même s'ils doivent plus être très nombreux, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, bonjour, je suis Claire Banwarth, j'ai 34 ans. Je suis une ultra-traileuse depuis 4 ans maintenant, mais ça fait une vingtaine d'années que je cours. Je suis mariée, j'habite près de Bâle, enfin je travaille en Suisse à Bâle, mais je vis en France pour des raisons financières. Et voilà, dans une compagnie d'assurance. Et puis voilà, à mes heures perdues, je cours un peu beaucoup en montagne. Et j'aime surtout les courses très 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 longues, ce qu'on appelle les belles boucheries, comme de plus de 300 km, comme le Tour des Géants, la Spine Race, la Transgrands-Canaria 360. Enfin, voilà, disons que j'aime bien les courses de 160 km et plus parce que je suis une tortue. Donc je cours lentement mais très longtemps. Donc ce genre de format de course me convient très bien. Et pourquoi tu cours ? Parce que j'adore ça et parce que j'ai besoin de bouger. Je supporte pas de rester toute une journée sans rien faire ou devant un bureau ou même dans un canapé. J'ai vraiment besoin de sortir, de bouger, de penser à rien parce que quand je cours, je pense vraiment à rien et j'ai besoin de ça quotidiennement. C'est pour ça que je cours et parce que j'adore ça en fait. Souvent, on dit que on court après quelque chose ou on fuit quelque chose. Est-ce que tu dirais que ça te correspond, ça ? Non, pas vraiment. Je fuis pas ou je cours après rien du tout, mais je cours juste pour me sentir vivante, quoi. Et alors, sur le podcast, j'ai un partenaire qui est cette année, qui est NAC. NAC qui est un producteur de produits de nutrition. Et en fait, on a pour habitude sur chaque épisode de poser une question NAC. Et en fait, tu vois, je pensais pas la sortir dès le début cette question, mais en fait, ça se prête bien. Qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais plus courir ? Du vélo. Non, je ferais n'importe quoi d'autre pour continuer à bouger, être un peu active. Donc ça serait du vélo ou même nager, je suis nulle, mais il y a plein de choses à faire à part la course à pied. D'ailleurs, ça m'arrive pas souvent, mais parfois je suis blessée et je marche ou je fais du vélo, ou je vais à la piscine ou du vélo elliptique ou ce genre de choses. Enfin, en fait, peu importe. Je veux juste avoir un moment où je me vide la tête et où je bouge, je suis en mouvement. Enfin, pas en mouvement, mais où je pense à rien qu'à juste, comment dire, me bouger un peu. Même marcher,
Je veux dire, quand on est blessé ou quand on est là, après après la Transvolcanaria, j'ai été marcher hier et c'était super, quoi. Je ressentais pas le besoin de courir, mais juste le fait de sortir ou de se bouger ou de se sentir vivant, c'est ça que je veux. Et puis bon, par ailleurs, je connais très bien NAC, vu que je suis ambassadrice, pardon. Voilà, oh, le mauvais français. Ambassadrice NAC, donc je connais très bien. Ouais, tu valides toi aussi leurs produits. Oui, notamment je fais du 24 heures, enfin je fais du trail mais aussi du 24 heures qui est encore plus une belle boucherie. Et là pour le 24 heures vraiment leurs produits sont vraiment top, notamment leurs boissons d'effort, hein, parce que forcément tu peux pas avoir la même alimentation en trail qu'en 24 heures. Et donc pour moi ça passe par plus d'alimentation liquide, ce que je fais absolument pas en trail parce que pour des contraintes parce que comme j'ai pas d'assistance au ravito, etc., j'ai pas envie de me traîner de la poudre dans mes flasques, donc je prends ce que je trouve au ravito. Donc quand il y a de la boisson d'effort au ravito, je prends la boisson d'effort qui est disponible au ravito, mais sinon c'est juste de l'eau. Et donc voilà, sur 24 heures leur poudre est super, quoi. Ok, bah écoute, ça fait du bien d'entendre d'autres personnes en parler aussi, parce que sinon à force on va dire que je dis que du bien d'eux uniquement parce que c'est des partenaires, mais en fait ce qui est chouette avec NAC dans le cadre de ce partenariat-là, c'est que j'utilisais leurs produits avant qu'ils soient partenaires, donc c'est juste c'est juste trop bien en fait de promouvoir des produits et puis d'aller un peu plus loin avec des partenaires en lesquels tu crois, donc voilà. Je comprends parfaitement. Moi, j'ai la même problématique avec mes propres sponsors et je suis très contente. J'ai pas de gros sponsors, j'ai pas Salomon, j'ai pas Oka. J'ai tout un tas de petits partenaires, mais je les ai choisis et j'ai utilisé leurs produits avant d'être sponsorisé par eux et ça me va parfaitement, quoi. Ouais, ça c'est sûr que justement en parlant de ce sujet-là, comment est-ce que tu as trouvé tes partenaires? Est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué pour toi? Est-ce que tu vois, parce que il y a beaucoup de coureurs qui ont un très bon niveau et qui galèrent sur ce sujet-là, même ceux qui ont un niveau moyen et qui n'ont pas non plus une activité sur les réseaux qui est intense. Est-ce que tu as des petits apprentissages sur ce sujet-là avec l'expérience? J'ai pas vraiment de conseils à donner vu que j'ai des partenaires. Oui, ça aide beaucoup. J'ai notamment du matériel, des NAC, j'ai des produits. J'ai un sponsor chaussures, j'ai un sponsor textile. Donc grosso modo, j'ai pas grand-chose à dépenser en matériel et en alimentation dans l'année. Après, ça reste très marginal. C'est un plus, c'est sûr, mais ça permettrait pas. Je suis pas pro, j'ai un boulot et je suis loin de pouvoir vivre de ma passion. Et certes, j'ai des sponsors qui m'aident, mais si on chiffre sur le total de l'année, c'est pas grand-chose. Mais ça s'est fait au feeling, ça s'est fait pour les chaussures. Je peux citer mon partenaire, c'est Topo. J'ai utilisé leurs chaussures, puis j'ai rencontré un des gérants de Topo, enfin un des responsables de Topo sur un stand de l'UTMB. On a discuté et puis de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Red Light, qui est aussi un de mes partenaires, je connais très bien Benoît à Laval, pour l'avoir vu sur les backyards et avoir un peu discuté avec lui, etc. Et pareil, ça s'est fait un peu par hasard. J'utilisais leurs produits et puis le feeling est bien passé. Brugbeck, pareil, je connaissais vraiment leurs produits et après avoir gagné la 360 pour la première fois, ils m'ont contacté, etc. Après, j'ai pas cherché plus que ça. Et NAC, pareil. Je connaissais leurs produits, je les utilisais et j'avais besoin justement pour les 24 heures de passer à une boisson d'effort. Et ça s'est fait aussi comme ça de fil en aiguille parce que je connaissais quelqu'un qui connaissait NAC et qui m'a introduit, etc. J'ai pas vraiment cherché de sponsor. Ils sont venus à moi parce que j'étais convaincue de leurs produits et deux parce que ils avaient je pense qu'ils avaient la même philosophie ils recherchaient un peu l'image que je véhicule, ils la recherchaient un peu. C'est-à-dire quelqu'un qui s'en fiche un peu des réseaux sociaux. Je suis pas hyper présente dessus. Moi, je fais un minimum quand même, parce que
parce que c'est comme ça que ça marche actuellement. mais bon, je me force pas, quoi. Voilà, je vais pas mettre des selfies de ma gueule à toutes mes sorties, parce que déjà je saoulerais tout le monde vu que je sors tous les jours. Et puis, je fais des posts sur les courses que je fais, sur les aventures que je fais, et j'essaye à chaque fois dedans de promouvoir un peu mes sponsors. Forcément, c'est donnant, mais c'est jamais forcé. C'est toujours parce que j'utilise leurs produits et que je suis convaincue de leurs produits. Donc moi, c'est comme ça que je vois les sponsors. Je les ai pas particulièrement cherchés, je les ai choisis. Ça s'est fait un peu par hasard. Et c'est une relation qui maintenant, je veux dire, j'ai aucune contrainte. Je me sens pas obligée de poster sur les réseaux ni quoi que ce soit pour promouvoir les marques. C'est juste que voilà, je suis contente de leurs produits. J'adore les utiliser en course. Je suis convaincue de leur qualité. Et du coup, quand je fais un post sur mes courses et que je fais un compte rendu de course, parce que j'en fais souvent, voilà, j'essaie de glisser à droite à gauche un petit Red Light, Brubeck, Topo, mais tout simplement parce que voilà, parce que je ne choisirais pas actuellement d'autres marques que pour mes courses. Ouais, c'est des partenariats les plus sains en fait, ceux-là. Et puis au final, c'est ceux qui fonctionnent le mieux parce que d'utiliser des produits en lesquels tu ne crois pas et puis de les promouvoir, en fait, ça se sent et tous les auditeurs ou spectateurs ou followers, appelons-les comme on veut, en fonction du support, eh bien, ils le sentent tout ça. On a maintenant tous un peu un espèce de détecteur à bullshit. Exactement. Sans se dire, celui-là est en train d'essayer de me la mettre à l'envers. Oui, ou celui qui change 3 fois de sponsor en un an. Bon, voilà, tu vois qu'il y a un souci. Non, moi, ça va faire 2-3 ans déjà que j'ai les mêmes sponsors et il m'a fallu un peu de temps. J'ai pas mal testé de chaussures, j'ai pas mal testé de matos, mais une fois que j'avais trouvé la recette qui marche, les partenariats se sont faits assez naturellement et maintenant je changerai. Bien sûr, hein, si Salomon arrive et me dit je te file 40 000 balles par an, oui, je dirais. Je pense que si je teste leurs produits et que je suis convaincue aussi, je changerai, tu vois. Mais pour l'instant, moi, ça me convient parfaitement ce que j'ai et c'est très sain. C'est vraiment très sain. Je me sens pas forcée de faire quoi que ce soit pour maintenir une certaine image, etc. Je peux rester moi-même et mes partenaires l'ont bien compris, donc c'est cool. Bon, écoute, c'est quelque chose de plutôt sain et je te souhaite que ça continue comme ça. Alors justement, en fait, ce week-end, on enregistre le 27 février. Ce week-end, tu as participé une nouvelle fois à la Transgrande Canaria. Tu as terminé 7e femme. Devant, il y avait la lumineuse, radieuse. Je ne sais même plus quel terme ajouter à son magnifique sourire Courtney Dauwalter. Qu'est-ce que ça t'a fait de participer une nouvelle fois à cette Transgrande Canaria et est-ce que tu as traversé des moments un peu difficiles pendant cette course parce que tu as enchaîné quand même? Ouais, j'ai enchaîné parce que la semaine d'avant, j'étais sur le Legends Trail, qui est un beau 275 km et 10 000 D+, dans les Ardennes belges. Donc j'ai eu, grosso modo, j'ai fini ma course le lundi matin à 2h et là, la Transgrande Canaria, elle partait le vendredi à 23h59. Donc j'ai eu 5 jours pour récupérer. Donc je savais pas trop dans quel état j'allais être quand même, hein, parce que même si je récupère très vite, 5 jours, c'est court. Et puis surtout, la Transgrande Canaria, c'est une course vraiment très difficile. Et surtout, pour moi, c'est une course courte. Je sais que beaucoup de gens vont dire, oh là là, 130 km, c'est pas si court que ça. Mais pour moi, c'est court. Ça veut dire qu'il faut que j'aille vite, que je dépasse les 12 km/h. Et ça, j'ai pas trop l'habitude. Donc, j'avais un peu peur pour cette raison-là. Parce que autant une course de 300 km, honnêtement, je suis maintenant j'ai moins peur devant une course de 300 km que sur une course de 130, tout simplement parce que du 300 km, je sais que je peux courir lentement très très longtemps, donc j'ai pas trop de soucis. Par contre, le court, je sais qu'il faut courir vite et c'est pas trop mon fort. Enfin, c'est pas que c'est pas mon fort, mais c'est que j'ai pas du tout l'habitude de courir vite. Je peux le faire, hein. J'ai déjà couru un marathon en 3 heures, fait un semi en 1h24, je crois, donc je peux courir relativement vite quand je veux, mais j'ai pas du tout l'habitude. Donc voilà, la Transgrande Canaria, j'avais un peu peur à cause de ça parce que c'est juste
voilà, moi d'habitude les montées je les marche, je suis pas à 4,30 du kilo au début, j'essaie pas de relancer sur toutes les côtes et cetera et là, ouais, quand on est sur du court, bah, c'est typiquement ce qu'il faut faire, quoi. Donc bah, je suis contente parce que mine de rien, j'avais un beau rythme, autant qu'on peut avoir un beau rythme 5 jours après un 275 kilomètres, mais voilà, j'ai pas trop souffert et puis là donc c'était la 4e fois que je le faisais. L'année dernière quand je l'avais faite, j'étais anémiée donc j'avais mis, 28 heures quoi, soit 10 heures de plus que cette année et puis les années précédentes, j'avais mis autour de 20 heures. Mais c'était, comment dire? C'était une de mes enfin, j'étais pas aussi forte il y a 3 ou 4 ans et j'avais, sur toutes les autres fois où je l'avais faite, j'avais craqué à partir de mi-course, quoi. À partir du 70e kilomètre, j'étais en PLS dans les montées. Donc là, bah, j'étais contente cette année, j'ai pas craqué dans les montées, j'ai même rattrapé des filles donc comme quoi faire du long, ça aide. Ça aide sur le court de faire du très long. Donc voilà, non, j'étais vraiment très contente. Et puis, bah, la Gran Canaria, c'est une île que je commence à connaître beaucoup parce que la Trans-Gran Canaria, je l'ai déjà faite 4 fois et j'ai aussi fait la 360 3 fois. Et puis j'ai fait un beau défi avec Lucas au mois d'août il y a 2 ans. On s'était fait 1100 kilomètres. Enfin, on avait tourné pendant 15 jours non-stop quasiment et on s'était fait 1100 kilomètres en 2 semaines à Gran Canaria. Donc ouais, c'est une île que je commence à connaître très bien même et que j'apprécie. Enfin, à chaque fois que j'y retourne, c'est toujours magnifique. Justement, tu te lasses pas de ça, parce que ça, c'est un sujet, tu vois, parce que personnellement, en fait, je me dis, bon, alors, tu vois, j'ai pas la capacité ni même l'envie, en fait, de faire autant d'ultra que tu peux en faire. Et je me dis, en fait, quitte à faire quelques ultras dans l'année, et il y en a tellement à faire en France et même dans le monde, j'aimerais bien en fait varier, changer et pas retourner systématiquement comme en fait il y en a plusieurs hein, qui font ça, comme Antoine Guillon qui retourne chaque année à La Réunion. Bah, tu parlais de Lucas aussi qui est pareil, être en Canaries, il y est tout le temps. T'as pas justement des fois des envies de varier plutôt que de retourner sur les mêmes terrains de jeu? Alors, à niveau variation, je fais une vingtaine d'ultras par an et effectivement, j'essaye d'aller à des endroits différents chaque année. C'est juste que Gran Canaria, au mois de février, enfin disons qu'au mois de février, il n'y a pas beaucoup de chouettes courses en fait. T'as le Gran Canaria ou les Cottrails de Paris, c'est à peu près tout quoi. Donc le choix est vite fait et oui effectivement après je te rejoins sur le point hein, sur le point qui est que moi aussi j'adore varier, découvrir de nouveaux endroits et c'est pour ça que je fais une vingtaine d'ultras par an et finalement je reviens assez peu, mis à part Gran Canaria, sinon j'essaye souvent de voir d'autres endroits. Mais il y a des périodes de l'année où il n'y a pas beaucoup de choix en fait, et février notamment. Euh, ouais, Gran Canaria en février, c'est un peu un incontournable. Mais sinon, ouais, j'ai fait des courses en Slovénie, enfin, j'essaie souvent en Europe quand même. C'est quand même plus proche, mais voilà, moi, je suis proche de la Suisse aussi. Il y a tout un tas de trails incroyables à faire en Suisse. Et après, oui, il y a des courses où j'aime bien revenir puisque je sais que le parcours est exceptionnel, parce que je sais que l'organisation est exceptionnelle, parce que je sais que je vais y retrouver des copains. Donc voilà, la Transcanaria, ça fait un peu partie de ça. Bon, j'avoue que je pense que c'est la dernière fois que je vais la faire parce que le parcours est vraiment horrible. Chaque année, j'oublie, mais en fait, le parcours est quand même elle est quand même super dur. Puis après, voilà, il y a des incontournables comme l'UTMB. Bon, voilà, quand on est un coureur qui veut essayer d'exister un peu et qui veut essayer d'être parmi les élites, enfin voilà, l'UTMB, c'est un peu l'incontournable. Pareil, le Tour des Géants, je l'ai déjà fait une fois, mais je sais que je la referai tout simplement parce que c'est l'UTMB des courses XXL. Mais sinon, ouais, j'essaye de varier le plus possible, de découvrir de nouvelles courses parce qu'effectivement, il y a tellement d'endroits magnifiques, tellement de trails magnifiques que même en faisant une vingtaine d'ultras par an, on peut pas tout faire. Mais voilà, il y a quand même des courses où on a envie d'y revenir, ne serait-ce que pour revoir le paysage ou aussi pour se retester. Pour voir un peu comment on a évolué, parce que du coup, on a une référence de temps et on peut voir si on s'est amélioré au cours des années ou pas. Donc ça, l'UTMB par exemple, même la Transgran Canaria, j'ai quand même pu voir que j'avais gagné 2 heures par rapport à la première fois où je l'ai faite. Après voilà,
je pense que s'il y avait d'autres courses à faire en février, je ne ferais pas forcément tout le temps la Transcanaria. L'UTMB, pareil, c'est une course qu'on est un petit peu obligé de faire en tant qu'élite. Mais finalement, il y a très peu de courses où je reviens. Quand j'ai le choix de faire une autre course que je connais pas, je préfère, je privilégie la nouveauté. D'accord. Bah, c'est vraiment là-dessus si je pouvais faire autant de courses, je pense que je ferais un peu pareil, parce qu'il y a vraiment des rendez-vous. Tu vois, ça fait 2 ans que je vais à La Réunion et en fait, je suis tombé presque amoureux en fait de ces gens de Ah cette ouais, île. je comprends parfaitement. J'ai le même ressentiment. Ouais, et en fait, si je pouvais, je retournerais tous les ans. Mais en fait, je me dis, bah en fait, sois aligné aussi avec ce que tu dis. Et il y a aussi les Templiers. Apparemment, c'est chouette. J'ai jamais été. Ouais, c'est Voilà. top aussi. Il y a plein de choses en fait à voir. Et en plus, plus tu découvres de choses, plus tu découvres qu'il y en a d'autres. Exactement, voilà. Alors, avant qu'on continue sur ce sujet-là, en fait, il y a vraiment une question que j'ai envie de te poser, et je pense que ça résonne aussi dans la tête de pas mal des auditeurs quand tu dis 20 ultras par an. On sait que pour récupérer, il faut bien dormir, bien manger. Ça fait que déjà 90% de la récupération qui est faite si on récupère bien, enfin si on respecte bien ces quelques règles simples. Alors déjà, ma première question, est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Pour savoir si c'est vraiment vrai. Et troisièmement, est-ce que tu fais d'autres choses pour récupérer peut-être plus efficacement, plus rapidement que les autres? Non, non, je crois que tu as vraiment dit la base. Bien manger, bien dormir, enfin surtout bien dormir, ouais, après un ultra, c'est vraiment l'essentiel. Non, il n'y a pas d'astuce pour récupérer, le Compex ou la cryo. Oui, ça peut aider, mais bon, franchement, la base, c'est vraiment de dormir, bien s'écouter en fait et puis bien manger. D'ailleurs, j'ai pu le voir, quand j'ai fini mon Tour des Géants, j'ai bien dormi. J'ai peut-être pas aussi bien mangé qu'il aurait fallu. Et puis quelques mois plus tard, j'ai été anémiée et ça m'a complètement flingué ma saison de l'année dernière en fait. Donc il y a tout un tas de, vraiment quand on fait un ultra qui est vraiment très 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 long, très très éprouvant, type Tour des Géants, Spine Race aussi, c'est le même genre de délire. Il faut vraiment bien s'écouter. Si au bout de quelques semaines on est toujours fatigué, on n'a pas d'énergie, on se sent vraiment encore fatigué, c'est peut-être aussi parce que le corps a vraiment été épuisé loin, mais ça peut être aussi un signe de carence ou de quelque chose qui est vraiment plus profond. Et faire une prise de sang, ça peut être pas mal. Moi, c'est ce que j'ai fait, malheureusement, presque 7 mois après le Tour, et je me suis rendu compte que j'étais complètement anémiée. Heu, donc voilà, faut aussi bien s'écouter, et si la fatigue persiste, au-delà d'un mois, on va dire, ouais, faire une prise de sang, ça peut être pas mal. Ouais, c'est sûr, parce que au-delà de la fatigue musculaire, il y a aussi toute la fatigue centrale, la fatigue nerveuse. Ouais, puis le Comment sommeil, la dette de sommeil, sur un gros ultra où on passe 1, 2, 3, 4 ou 5 nuits dehors, parfois, c'est vraiment aussi la dette de sommeil qu'il faut bien reconstruire. Donc effectivement, là, dormir, ça doit être la priorité pendant au moins 1 à 2 semaines, après la course. et est-ce que tu as un rythme de travail qui est adapté, ou est-ce que tu as finalement pas vraiment changé ce sujet-là et que tu t'adaptes? Alors j'ai pas un rythme de travail adapté, je travaille à temps plein, dans une compagnie d'assurance. Après, j'ai de la chance, grâce au Covid, pour une fois que ça a servi à quelque chose, cette, cette saloperie, pardon. Grâce au Covid, le télétravail s'est quand même un petit peu plus instauré dans ma boîte. Donc ça m'a beaucoup aidée parce qu'avant, tout simplement, je me levais à 6 heures du mat, j'allais courir avant d'aller au boulot, je faisais mes 8 heures de boulot et je courais, je m'entraînais après mon boulot. Donc ça, je le fais encore 3 fois par semaine, parce qu'il faut que j'ai trois jours de présence par semaine. Mais sinon, voilà, j'ai quand même profité pendant tout 2020-2021 de télétravail quasiment à temps complet. Et puis là, j'ai 2 jours de télétravail par semaine, donc c'est plus facile forcément niveau entraînement, pouvoir un peu plus gérer un peu comme je veux mes horaires et mes entraînements.
Et puis j'ai de la chance aussi de travailler beaucoup sur des projets, donc finalement j'ai pas d'horaire fixe, on va dire, donc ça m'aide beaucoup pour pouvoir un peu m'organiser comme je veux. Moi, ce que j'aime souvent faire, c'est me lever tôt, faire ma journée de boulot et puis me barrer à 16 heures et puis m'entraîner jusqu'à minuit. Quoi. C'est les 3-8 quoi. Je dors 8 heures, je bosse 8 heures et je fais du sport pendant 8 heures. Et j'avoue qu'aussi que le télétravail m'a beaucoup aidé pour pouvoir enchaîner une vingtaine d'ultras aussi, parce que finalement j'ai que 5 semaines de congé par an et si je suis obligée de prendre 2 à 3 jours de congé à chaque fois que je fais un ultra, forcément si on fait le compte ça passe pas. Surtout quand on fait des ultras super longs où il faut prendre une semaine de congé, style Thor des géants ou Spine Race quoi. Donc j'ai souvent mon ordi avec moi et il voyage. Il fait autant de kilomètres que moi. Enfin, en tout cas, en avion ou en train, il fait autant de kilomètres que moi, mon ordi. Et souvent, je télétravaille avant la course, je télétravaille après la course. D'ailleurs, là, je suis en train de télétravailler aujourd'hui. Et voilà. Donc oui, j'ai pas d'horaire adapté. Je travaille à temps plein, mais j'avoue que le télétravail est quand même m'a donné une certaine liberté. Dans la manière de m'organiser et très clairement permis d'enchaîner autant d'ultras ces 3 dernières années. Alors en parlant de, justement, tu as prononcé son nom, la Spine Race. Alors pour tous ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de boucherie de 430 km avec je ne sais plus combien de dénivelés positifs, tu nous le diras. 14 000, ouais, je crois. 14 000. Alors c'était des conditions absolument dantesques. J'ai dans ma tête presque elle est gravée cette photo de toi avec les cheveux gelés. Pour moi, le froid c'est quelque chose d'absolument infâme parce que j'ai le syndrome de Raynaud en plus, donc c'est douloureux. Oui. Donc quand j'ai vu cette photo, j'ai presque gelé intérieurement immédiatement. Est-ce que alors si tu veux redire quelques mots sur cette course, fais-le parce que ça me fascine de pouvoir faire ce genre de distance. Mais est-ce que toi il y a quelque chose comme ça qui où finalement c'est ta bête noire, enfin tu vois, moi c'est le froid. Est-ce que toi tu as quelque chose comme ça que tu as détecté ou c'est dur? Ouais, le froid et la pluie aussi, c'est vraiment. Plus que le froid, la pluie, à vrai dire, parce que autant le froid, on peut rajouter des couches, on peut mettre 5 doudounes sur soi. D'ailleurs, c'est ce que j'avais sur la Spine Race, j'ai fini avec 5 doudounes sur moi. Autant quand il pleut, c'est difficile de se réchauffer une fois qu'on est complètement trempé. Donc oui, typiquement, ma bête noire, c'est toutes les conditions que j'ai eues à la Spine Race. Ne me demandez pas pourquoi je me suis inscrite à cette course. Je sais pas moi-même. Mais oui, typiquement le froid, la pluie. Je déteste l'humidité. Enfin, la pluie combinée au froid, c'est vraiment ce que je déteste. Alors du coup, pourquoi longue histoire. C'était durant le Covid, donc en décembre 2020, et toutes les courses on était confinés depuis quelques mois, je crois, et toutes les courses étaient annulées, sauf la Spine Race en décembre. La course a lieu mi-janvier. Donc en décembre, ils ont lancé un call sur les réseaux sociaux en disant qu'il y avait quelques places qui s'étaient libérées à cause de désistement. Et bon, moi, à l'époque, j'avais vaguement entendu parler de la Spine Race. Je savais pas exactement ce que c'était. Et puis bon, ça faisait 2 mois qu'on était confinés. J'avais un peu le moral à zéro. Je me disais, allez, ça va me faire un objectif, ça va être cool et tout. Donc je me suis inscrite comme ça. Malheureusement, 3 semaines plus tard, ça a été la merde aussi. Pardon. Désolée pour mon vocabulaire. Ça a été aussi le bazar au UK, et donc eux aussi ils ont confiné alors qu'avant tout était plutôt vert. Donc la course a bien évidemment été annulée. Donc ça c'était janvier 2021. Donc du coup mon dossard a été reporté en janvier 2022. Janvier 2022, 2 semaines avant la course, interdiction de voyage de la France au UK, encore Covid. Donc j'ai pas pu faire non plus cette année-là. Donc mon dossard a été reporté en 2023. Entre-temps, parce qu'en 2020, quand je me suis inscrite, je ne savais pas du tout ce qu'était la Spine Race. Entre-temps, je me suis quand même un peu instruite et j'ai vu en effet que c'était une course assez horrible et pas du tout pour moi, où on pataugeait dans la boue, la neige, la pluie, etc., etc. Manque de peau, j'aurais pu éventuellement être remboursée,
annuler mon dossard et être à peu près remboursée. Bon, j'ai juste complètement zappé et j'ai raté la deadline pour me faire rembourser. Et comme c'est quand même un dossard qui coûte assez cher, bon, bah après, une fois que tu as payé le dossard, tu y vas, quoi. Bon, tu vas pas cracher dessus. Donc voilà, c'est comme ça qu'en juillet 2023, je me suis retrouvée sur la Spine Race, alors que c'est pas du tout ce dont j'ai, ce que j'aime. Voilà. C'est surtout, après avoir fait la Spine Race, je me rends compte que finalement c'est gérable, etc. Mais disons que je n'avais jamais couru en conditions hivernales, jamais couru plus de 12 heures sous la flotte, et puis surtout j'avais vraiment aucune idée de comment gérer le truc et gérer le froid. J'avais je crois que j'avais 10 paires de gants, 10 paires de chaussettes, et j'avais aucune idée de si ce que j'avais ramené suffisait, etc. Spoiler, les chaussettes ça suffisait pas, les gants ça suffisait. Purée. Alors ouais, quand j'ai regardé le prix du dossard, effectivement, ça pique un peu. Ça pique un peu. Après, c'est compréhensible, parce qu'il y a quand même une certaine sécurité derrière. Il y a une équipe qui est prête à intervenir en 10 minutes si tu as un problème, etc. Enfin, il y a quand même niveau sécurité, parce que bon, pas vous cacher, il y a quand même des moments où on a un petit peu peur, quand c'est en pleine tempête de neige, qui fait -10, qu'on a les cheveux gelés, qu'on a les doigts qui commencent à s'engourdir et qu'on n'arrive même pas à ouvrir son sac pour mettre une doudoune sur soi, on a quand même un petit peu peur, on est quand même content de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut venir assez rapidement nous aider, quoi. Donc ouais, le prix du dossard est assez cher, mais finalement, quand on voit l'équipe de sécurité et l'organisation qu'il faut avoir pour organiser une course d'une telle ampleur en plein hiver, quoi. Bon, on est quand même content finalement de mettre le prix, parce que la sécurité, ça n'a pas de prix en fait. Ouais, pour les auditeurs, c'est 1355 € le dossard. Ouais. Voilà. Mais en fait, alors ça c'est un sujet qui revient souvent sur les réseaux, le prix du dossard. Et je ne comprends pas les gens qui comparent le prix du dossard au kilomètre. C'est un truc, je vois pas le lien en fait entre c'est comme si tu comparais le concert de trois potes du lycée qui font le truc dans un bar et le concert de Coldplay. Si les deux font 1h30, c'est pas la même chose, quoi. Ouais, non, c'est très bien illustré. Je crois qu'il n'y a pas mieux comme image, quoi. Enfin, tu vois, je serais pas choqué de payer un peu plus cher le concert de Coldplay, quoi. Tu vois. Ouais, bah pareil, il y a des gens qui disent que l'UTMB c'est très cher. Oui, enfin bon, l'UTMB t'es quand même un live vidéo, ça passe sur l'équipe 21, je crois, en plus. T'as quand même un putain de salon des exposants, t'as une ambiance particulière, t'as des ravitaux aux petits oignons, c'est pro, quoi, voilà. Oui, c'est sûr qu'après le trail du saucisson, tu payes 20 balles, bon, c'est cool, quoi, mais c'est pas la même chose. Non, je crois que t'as très bien résumé le truc. Ah oui, après, parfois effectivement, tu peux te sentir arnaqué sur certains trails. Mais dans ce cas, tu reviens pas l'année d'après et puis tu te plains pas et puis c'est tout, quoi. C'est exactement ça. C'est vrai, quand t'as la prestation qui est derrière n'est pas alignée parce que t'as pas vécu un bon moment, bon bah d'accord. Mais dire pour X kilomètres, enfin, bon bref. Ça, De toute manière, voilà, j'ai été sélectionnée pour la Hard Rock. La Hard Rock, c'est 400 balles le dossard, quoi. Et du coup, je me suis un peu renseignée sur les trails aux États-Unis. T'as pas de, 100 miles, c'est 400 € aussi, quoi. Donc c'est plus de 2 € du kilomètre. Bon, bah voilà, j'ai l'impression que c'est les prix là-haut et j'ai l'impression qu'en Europe, on n'est pas si mal loti niveau prix du dossard, quoi. Ouais, ça c'est un vrai sujet. Ça, tiens, je pourrais peut-être en faire un épisode complet, ça, avec un organisateur qui a pas sa langue dans sa poche, tu vois, un truc. Ouais, je pense qu'il y a moyen de discuter pas mal. Ouais. C'est clair. Qu'est-ce que tu dirais à la Claire qui commence la longue distance maintenant avec toute ton expérience? Est-ce que tu lui donnerais un conseil? Ouais, d'oser monter sur les grosses distances. C'est vrai que finalement, ça fait que 4 ans que je fais du trail et finalement des très très grosses distances, ça fait 2-3 ans, quoi. Et c'est vrai que j'ai hésité à monter déjà sur un 100 miles, j'ai hésité.
Et après, à monter sur du 300, enfin du 200 miles, j'ai hésité aussi. J'ai aussi beaucoup hésité. Et finalement, c'est grâce encore au Covid que je me suis inscrite à la SwissPix. Sinon, j'aurais certainement attendu 4-5 années avant de monter sur ces grosses distances-là. Mais je pense qu'à un moment, il faut juste se lancer, quoi. Et puis ça passe ou ça casse. Et puis si ça casse, on a appris. Et si ça passe, on a découvert un truc génial, quoi. Donc, ouais, c'est ce que je dirais à la Claire d'il y a quelques années. N'hésite pas. T'hésites entre un 100 km et un 160 et tu te demandes si le 160 ça va passer. Vas-y, tente. Hein. Au pire, c'est pas grave. C'est vrai, c'est un truc qui est un conseil qu'on entend souvent et qui pourtant est vraiment dur en fait à franchir, à passer le cap, à se dire c'est pas grave, c'est le fameux je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais, exactement. Mais en fait c'est ultra vrai quoi, c'est pas grave en fait. C'est ça. Et après, je dis pas qu'il faut avoir l'entraînement, la condition physique derrière. Enfin, je veux dire, faut quand même être assez sûr de soi. Il faut pas se pointer sur faut pas se passer sur un 100 miles ou un 200 miles en ayant couru de footing dans l'année. Mais je veux dire, à partir d'un moment où on est en forme, bien entraîné, prêt mentalement, go quoi. Vas-y, hein, c'est bon, ça passera. Faut pas douter, faut pas avoir de doute. Hein. Si l'entraînement est là, si le job est là, ça passera. Hein. Alors tu vois, quand on parlait tout à l'heure des différents types de courses ce week-end, là on est lundi, ce samedi là j'ai découvert un nouveau type de course, enfin nouveau pour moi, j'avais jamais participé à ce genre de format, c'est les formats en boucle. Alors là c'était un dernier homme debout, toi tu connais bien le format backyard. Backyard, ouais. Dernier homme debout moins, parce que c'est pas du tout la même chose en fait. Mais oui, je vois aussi ce que peut être un dernier homme debout. Alors pourquoi tu dis que c'est justement pas du tout la même chose? Parce que le format est un peu le même, c'est juste un peu plus long, un peu plus de dénivelé sur le format dernier homme debout. Oui, alors c'est pas du tout déjà un format dernier homme debout, c'est limité en temps, c'est limité à 24 heures. Donc forcément, tu sais que ton effort durera pas plus que 24 heures. Donc à niveau gestion, c'est quand même plus facile à gérer. Enfin, pas plus facile à gérer, mais c'est un 24 heures en fait, typiquement. Après, l'intensité est pas la même que sur une backyard. Sur une backyard, on doit faire du 6,7 km/h sur une boucle relativement plate et facile. Bon, 6,7 km/h, c'est tranquillou, quoi. Hein. C'est voilà. Au début, c'est facile, puis bon, ça devient dur au bout de 40 heures, quoi. Donc c'est pas du tout le même format parce que finalement, il faut quand même mettre un petit peu d'intensité sur un dernier homme debout. Je crois que c'est un petit peu plus de kilométrage, un petit peu plus de D+. Donc certes, il y a une notion de gestion de l'effort. C'est pas un trail normal où on peut courir à 15 à l'heure et prendre de l'avance, etc. Mais il y a quand même une intensité un poil plus soutenue que sur une backyard où en fait la backyard, la vraie difficulté, c'est de bien gérer sa course pour s'économiser au maximum. Et où idéalement une backyard, le record il a 101 heures, donc on est quand même très loin des 24 heures et les meilleurs en France font une cinquantaine d'heures, donc on n'est pas du tout sur la même gestion de course puisque finalement on est sur au minimum, enfin quand on est très bon, on est au minimum sur un 2 fois plus long quoi. C'est lunaire, hein, 101 heures de. Ouais, je les ai vus justement sur les Legends Trail il y a 2 semaines. Je les ai vus les deux bestiaux là, les Ivo et Meren. Et puis Meren, je l'ai vu aussi sur la Spine Race. Et ouais, ils sont impressionnants. Ils sont vraiment très très impressionnants. Alors ton record, si je me trompe pas, c'est 40 tours. C'est 45, 45. mais je peux faire largement plus. J'étais un peu blessée, etc. Donc j'ai quelques backyards, j'ai 2 backyards de prévus cette année et j'espère dépasser les 60. Mais après le problème, c'est pas vraiment un problème, mais c'est le principe de la backyard, c'est qu'il faut pas être tout seul. Il faut trouver un petit camarade pour aller le plus loin possible. Donc j'espère en trouver un sur les 2 prochaines backyards que je vais faire. Et comment tu gères la partie sommeil sur ces courses-là? Parce que tu peux pas dormir pendant. En fait, c'est assez simple. C'est que moi, toutes les courses allez, on va dire 60 heures, la limite, ça peut être 70 heures. Enfin, 3 jours sans dormir, je peux. Si j'ai Pas du tout.
pas du tout, pas du tout. Ou alors peut-être 5 minutes, quoi. Mais ouais, typiquement, les courses allez, jusqu'à 200, 300 kilomètres qui se gagnent qui peuvent, enfin bon, les courses de moins de 70 heures, je dors pas. Ou alors, ouais, une petite micro-sieste si ça va pas, quoi. Mais donc le sommeil, il est vite géré. Donc sur une backyard, mon record est à 45 tours. Bah, je suis pas emmerdée par le sommeil, quoi. Et jusqu'à 72 heures, je sais que je serai pas trop emmerdée par le sommeil si j'ai café, coca, etc., quoi. Par contre, sur des courses type Tour des Géants ou Swiss Peaks ou même la Spine Race où tu sais que tu en as pour minimum 80 heures, ouais, là faut gérer le sommeil et là c'est un peu plus compliqué. Et alors, est-ce que en soirée au lycée, t'étais la dernière couchée? T'as toujours eu une faculté à résister au sommeil ou c'est venu avec le temps? J'ai comment dire, j'étais sportive de haut niveau quand j'étais jeune, mais pas en course à pied. J'étais fleurettiste et j'étais aussi en prépa pour faire des études. Et j'avoue que gérer les cours de prépa et mes entraînements d'escrime plus mes compètes le week-end, typiquement, je dormais 5 heures par nuit, quoi. Et j'ai fait ça pendant 3 ans à peu près. Et puis pareil, quand je suis passée dans la vie active, j'ai fait 1 année et demie où j'ai travaillé dans le conseil. Et pareil, j'avais des horaires de dingue et je continuais à courir aussi en même temps parce que quand tu fais des journées de 12 ou 13 heures de boulot devant un ordi, si j'allais pas courir le soir ou le matin, je pétais un câble. Donc pareil, là aussi, j'ai passé quasiment 1 an et demi, 2 ans à dormir 4 heures par nuit, enfin 5 heures par nuit, quoi. Donc maintenant, je dors normalement. Maintenant, j'ai mes 7 heures par nuit, mais j'avoue que j'ai quand même un passif. Je pense que j'ai un passif de au moins 5-6 ans où j'ai très peu dormi et en faisant du sport quand même tous les jours. Donc finalement, je pense que le corps a une certaine mémoire et se rappelle de tout ça. Ce qui fait que finalement 3 jours sans dormir, ça c'est pas un souci pour moi. Et bon aussi, j'ai aussi l'habitude. Je commence à avoir une certaine expérience dans les courses longue distance, en avoir fait quelques-unes. Donc je pense aussi qu'on s'améliore au fur et à mesure. Enfin, on s'améliore pas forcément, mais on apprend un petit peu mieux à gérer le sommeil et l'absence de sommeil en l'occurrence. Ah, tu vois, je disais que j'avais le froid, mais le manque de sommeil aussi, je deviens ultra désagréable. J'imagine que toi, au bout de 3 jours sans dormir, t'es un peu irritable, non? Non, je suis complètement stone, moi. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt, je prends tout en mode cool, Raoul, tout va bien. Ouais. Non, je suis pas irritable, mais je suis un peu stone, ouais. D'accord. C'est intéressant aussi. Je savais pas que tu avais ce passé de Fleurettiste, ouais. Fleurettiste, j'allais dire fleuriste. Ouais, ouais, fleuriste, ça fait bien aussi. J'ai reçu Caroline Frénon il y a pas longtemps là sur le podcast et qui est passée de l'aviron au trail. Du coup, toi, tu passes de l'épée au trail. Comment s'est fait cette transition et pourquoi tu as arrêté ce sport? On n'en a jamais parlé sur ce podcast encore. Donc, si tu peux décrire un peu cette transition, ça m'intéresse. Moi, en fait, je faisais du fleuret jusqu'à à haut niveau, puisque je suis partie au championnat du monde junior. Et après, quand j'avais 20 ans, j'ai continué à faire les Coupes du monde senior. J'étais à peu près dans le top 15 français. Et je me suis arrêtée il y a 10 ans, je crois, quand je suis passée tout simplement dans la vie active. Donc quand j'ai arrêté, j'étais encore dans le top 15 français. Et après, c'était juste plus possible de m'entraîner. Parce que niveau boulot, c'était quand je suis passée dans le conseil et j'avais juste, je savais que j'arrivais le matin à 9 heures au boulot, mais je savais pas du tout quand j'allais sortir le soir. Ça pouvait être 20 heures, 21 heures, parfois minuit, etc. Et le problème des entraînements, enfin le problème de l'escrime, c'est qu'on est obligé, enfin on peut pas faire ça seul dans son coin, on est obligé d'avoir des adversaires pour s'entraîner, donc des entraînements en club à horaire fixe. Et donc moi, mes entraînements, ils étaient à 6h30 ou 7h. Et bon, j'ai fait 1 mois de boulot et j'ai pu aller à un seul entraînement. Donc j'ai fait, bon, c'est bon, on va arrêter. Et du coup, c'est là où je suis vraiment passée en full course à pied parce que c'était vraiment plus simple, hein. Je pouvais me lever tôt, je pouvais courir le matin avant d'aller au boulot. Et puis courir en sortant du boulot le soir à n'importe quelle heure. Donc c'est vraiment pour des questions de praticité que
j'ai arrêté l'escrime et que je suis passée totalement à la course à pied. D'accord. Non, c'est intéressant ces transitions, surtout quand on a eu un passé comme ça en sport de haut niveau. Et puis c'est vrai que la course à pied permet ça, hein, cette liberté, cette autonomie. Et beaucoup de gens courent pour ces raisons-là. Ouais, puis surtout, moi j'ai fait beaucoup d'escrime, enfin j'ai fait beaucoup de compétitions à l'escrime. C'était comment dire, c'était assez intense avec parfois des compètes tous les week-ends, etc. Bon, remarque, c'est un peu ce que je fais maintenant, mais ouais, ça a été quand même ça a quand même 10 années où j'ai quand même pas mal enchaîné les compètes, les entraînements, la pression d'avoir des résultats, etc. Et finalement, quand j'ai arrêté pour passer juste à la course à pied, ça a été finalement un peu un mode de comment dire de relâchement, de je cours pour le plaisir. Enfin, ça a été totalement passé d'une pratique compétition axée performance à plaisir. Bah, voilà, comme j'ai dit, j'avais à l'époque un boulot assez prenant, donc c'était vraiment le sport pas loisir, mais le sport, comment ça s'appelle? Ah, ça porte un nom. Bon, ouais. Récréatif? Voilà, récréatif, Sport enfin, santé? ouais, sport santé, voilà, exactement, c'est ça. Donc voilà, c'était vraiment plus une notion de je me fais plaisir, j'ai des journées compliquées, donc là, je cours pour le plaisir, j'ai pas de notion de performance, ni quoi que ce soit. De toute manière, et j'ai toujours cette approche de la course à pied, je regarde pas ma montre. Quand je vais faire un footing, je fais du 7 minutes au kilo. Enfin, j'en ai rien à faire de l'allure. Je me pose. C'est juste, je prends une paire d'heures pour moi comment dire, sans pression et bah, kiffer ma life. Enfin, pas kiffer ma life, mais juste à courir pour le plaisir, quoi. Et ça, j'ai toujours cette approche actuellement quand je vais courir. J'adore faire des sorties longues. Je fais du 7 minutes au kilo. Il y a des gens, ils verraient ça, ils se diraient, mais c'est quoi cette tortue? Mais moi, j'en ai rien à faire. Je prends du plaisir, et je fais ma petite sortie, et puis c'est tout, quoi. Et les seuls moments où je me fous de la pression, c'est quand j'ai un dossard. Et c'est d'ailleurs pour ça que je prends des dossards, c'est que sinon je fais pas l'effort d'aller vite ou de m'entraîner ou de me faire mal, quoi. Si je lis entre les lignes, tu n'as pas de programme, tu ne fais pas de fractionné, de 30-30 en côte, de choses comme ça. Non, surtout pas. Après, quand je dis que j'ai pas de programme, je sais comment améliorer. Enfin, je sais quels sont mes points faibles et je sais comment les améliorer. Mais je ferai jamais de fractionné, je ferai jamais de trucs que j'ai pas envie de faire, que j'ai pas du tout envie de faire, quoi. Enfin, quand je dis que je ferai jamais de fractionné, jamais dire jamais. Mais pour l'instant, j'en fais pas et j'ai pas envie d'en faire et j'en ai jamais fait de ma vie, à vrai dire. Enfin, si, les derniers fractionnés que j'ai fait, c'était les 3 fois 500 du bac, quoi. Donc, j'étais très forte d'ailleurs. Oh, le truc horrible. Le truc horrible, voilà. Mais non, je j'ai qu'un seul principe dans mon entraînement. Donc, mon entraînement, ça repose sur volume, beaucoup de volume, mais prendre du plaisir. Donc je fais que des trucs que j'aime faire, c'est-à-dire courir. Je fais en fait, les fractionnés que je fais, je fais beaucoup de cours de biking qui sont assez ludiques et en fait, on fait quand même des espèces, enfin, c'est quand même de l'intervalle training, je veux dire, mais je me fais pas chier à faire des tours de stade. Purée, c'est bon, quoi. Jamais je ferais ça. Enfin, jamais je ferais ça. Je ferais peut-être ça quand je te préparerai parce que je vais partir au championnat du monde de 24 heures en fin d'année. Enfin, si tout se passe bien. Peut-être que je ferai des fractionnés. On verra si j'arrive à me motiver à en faire. Mais honnêtement, pour le trail, ouais, jamais je ferai de fractionnés. Mais par contre, je fais des grosses randos, des grosses sorties longues. Je fais beaucoup de machines à marche parce que un de mes gros points faibles, c'est la montée. Donc c'est vrai que depuis que je fais de la machine à marche, je me suis quand même un petit peu améliorée. Mais je fais que des trucs qui me plaisent. Et voilà, du fractionné, des 30-30, des séances au seuil, etc. Non. Après, je dis pas que peut-être que si j'en faisais, je serais meilleure, je ne sais pas. Mais en tout cas, je serais moins. Enfin, je pense que j'aurais pas cette motivation qui est intacte depuis que j'ai commencé le trail il y a 5 ans, quoi. Enfin, il y a 4-5 ans. Et est-ce que, tu vois, avec ton passé de quand même niveau mondial dans un sport,
ces très bons résultats que tu as sur toutes ces courses, est-ce que tu dirais que tu as une âme de compétitrice? Ah bah très clairement. Je le vois tonnerre, je le vois dès que j'accroche un dossard, je suis plus à 7 minutes du kilo. C'est plus la même motivation. Non, j'avoue que j'ai cet esprit de compétition qui m'a pas quitté depuis que je suis très jeune en fait. J'ai toujours voulu être la meilleure, même à l'école sur le plan scolaire ou après quand j'ai commencé l'escrime. Mais ce n'est que durant les compétitions. À l'entraînement, je m'en fiche de mon allure. Comment dire, je fais parfois des sorties en groupe ou etc. J'ai pas envie d'être la meilleure à l'entraînement. Après, voilà, quand j'ai un dossard sur moi, c'est pas du tout la même chose et j'avoue que j'ai un très très fort esprit de compétition. Mais c'est finalement plus comment dire, je suis plus en compétition avec moi-même qu'avec les autres. Et c'est pour ça que j'adore le trail et que j'adore ce sport. C'est que finalement, comparé à l'escrime où là on avait vraiment qui est un sport vraiment d'opposition où le but du jeu c'est d'être meilleur que son adversaire. Là le trail finalement le but du jeu c'est de donner le meilleur de soi-même et donc cet esprit de compétition je l'ai envers moi-même et pas envers les autres et c'est ça qui est génial avec le trail. Et justement, du coup, ça t'intéresse pas de te dire, tiens, par exemple, sur 2024, je vais préparer, alors on va prendre l'exemple classique, l'UTMB, et puis je vais optimiser absolument toute ma saison pour arriver au meilleur niveau possible ce jour-là, pour faire le meilleur résultat possible ce jour-là. Ça t'intéresse pas? Ah, c'est une très très bonne question. C'est une question que je me pose depuis pas mal de temps, parce que c'est vrai que pour être honnête, quand tu fais 20 ultras par an, tu peux pas être à 100% sur toutes les courses. Euh, et j'ai jamais été à 100% sur aucune de mes courses. Et je me dis effectivement que si je choisis la course et que je m'entraîne pour, que j'optimise tout, effectivement, je pense que je pourrais tout péter, enfin pas tout péter, mais je pense que je pourrais être largement meilleure que ce que je fais actuellement. Le seul problème, c'est que je vais me faire chier pendant un an, quoi. Putain, je vais vraiment en baver pendant un an, et si jamais sur la course ça se passe mal, ça va être la grosse déprime et la grosse loose. Donc, donc non, quoi. Enfin, je préfère me faire une vingtaine d'ultras et me faire vraiment plaisir. Après, je dis pas que je le ferai pas un jour. Je dis pas qu'à un moment, je me dirais, tiens, ça, c'est mon gros objectif. Je vais tout faire pour être à 100% le jour J. Donc, je dis pas forcément passer un an à préparer le truc et à pas faire de course pendant un an, mais oui, un jour, je dis pas que je le ferai pas. Peut-être qu'un jour, je ferai du TMB comme ça, en mode, je vais tout défoncer, etc. Mais me connaissant, je vais tenir 3 mois, je vais tenir 3 mois à m'entraîner sérieusement, puis je vais rajouter une course, puis je vais rajouter une autre course, puis au final, ça va ressembler à rien du tout, quoi. Mais non, non, c'est une très bonne question et oui, je pense qu'un jour je le ferai, préparer sérieusement un objectif, et être à 100% le jour J. Je vais déjà essayer de le faire un peu cette année parce que j'avoue que là l'UTMB j'ai prévu un mois sans rien avant, ce qui est énorme pour moi. Un mois sans rien faire avant, c'est extraordinaire. La hard rock pareil, je vais essayer de la préparer à peu près sérieusement. Mais et pareil, les championnats du monde de 24 heures, je vais aussi essayer de les préparer sérieusement. Mais bon, je me connais, ça va ressembler à rien en fait. Mais oui, un jour je le ferai. Mais je veux dire, c'est pas vraiment ma philosophie. Je préfère avoir beaucoup de plaisir durant l'année. Et je sais que beaucoup de gens, surtout beaucoup d'élites, comprennent pas forcément ça. Mais le but du jeu aussi, c'est de voir aussi à long terme et de faire autant de courses. Enfin, pour moi, mes courses, c'est de l'entraînement en fait. C'est le moyen pour moi de faire des sorties au seuil ou de faire des sorties en fractionné. Enfin, c'est aussi toutes les courses que je fais dans l'année, c'est pour moi un moyen de m'entraîner et de m'inciter à aller vite parce que sinon, je sais qu'à l'entraînement, je le fais pas quoi. Je me rentre pas dedans à l'entraînement. J'aime pas me faire mal. Et, et je vois à long terme. Je me dis bah oui. Là, effectivement, si cette année, je me prenais 3 mois à préparer à fond la caisse l'UTMB, oui, je pourrais faire un top 10. Ouais, mais bon,
je me dis aussi que, bah oui, mais moi, le top 10, c'est bien, mais je veux peut-être un peu plus que le top 10, tu vois. Et je me dis que d'ici quelques années, à enchaîner des courses comme ça, à prendre plaisir à l'entraînement, à progresser, ouais, peut-être qu'en étant patiente et dans 3-4 ans, préparer bien la course que je veux. Alors, quand je dis l'UTMB, ça sera peut-être une autre course, hein, je ne dis pas. J'ai plein d'idées. Mais je vois aussi à long terme. Je pense que je suis très jeune, j'ai 34 ans. Moi, mon idole, c'est Courtenay. Pour l'instant, je suis à des années-lumière, voire même des galaxies de son niveau, mais je me dis que, ah oui, mais elle a quelques années de plus que moi, et si dans 4-5 ans, bah, j'arrive à peu près à me rapprocher de là où elle est. Moi, je dis rapprocher, j'arriverai jamais à son niveau, mais voilà, je vois plus à long terme et à me dire que j'ai encore le temps et que me faire chier à préparer un objectif, oui, je le ferai, mais pas tout de suite. Alors je te confirme, hein, petite parenthèse, 34 ans, c'est très jeune. On est très Oui, jeune. en ultra, ouais, c'est sûr. On est très jeune. Non, mais moi j'ai 35 ans, on est très jeune. D'accord. Ok. Oui, non, on est quand même assez jeunes. Enfin là, je regardais à la Transgran-Canaria. Oui, il y avait des gens un peu plus jeunes que moi, etc. Mais j'ai quand même fait toute la course avec un vieux briscard de 50 ans. Bon, remarque, il courait vite pour 50 ans, le gars. Mais oui, c'est voilà. Enfin, puis c'est un sport génial aussi parce que c'est un sport qu'on peut faire de 35 à 70 ans. Enfin, il n'y a pas de limite à ce sport. Donc finalement, il faut pas être pressé, quoi. Bien sûr. Même si quand tu passes devant un lycée, on commence à te vous voyer. On est très jeune. Est-ce que toi qui a quand même fait pas mal d'interviews, qui a répondu quand même à pas mal de questions à l'arrivée de course, est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a jamais posée? Elle est bizarre cette question. Elle est bien. J'étais pas prête. Moi non plus, venir comme ça. Une question qu'on m'a jamais posée. Écoute, oui, certainement, des milliers de questions qu'on m'a jamais posées. Et tu te dis, bah tiens, mais pourquoi on me demande jamais ça et tout le temps c'est ça? Ça t'est jamais arrivé ça? Non, je sais pas. Non, j'ai pas d'idée. C'est aussi parce que j'ai un peu le cerveau en compote après ma course, donc là j'avoue que j'ai 2 de temps, mais putain, une course qu'on m'a jamais posée Elle est est-ce dure que cette j'ai question. Allez, je te laisse réfléchir un petit peu et j'en ai une autre. Tu vois, tu parlais de tous les formats qui sont un peu particuliers. Il y a tu vois, le format là, faire des allers-retours dans un tunnel. Ouais, j'ai vu ça. Tous ces trucs-là. Ou alors, j'ai vu un autre truc. Tu pars d'un point et puis il faut être le plus loin possible en 24 heures. Ouais, Escape from. Ouais. Voilà, tous ces sujets, toutes ces courses qui sont vraiment particulières. Est-ce qu'il y en a une comme ça qui t'attire et que tu te dis tiens, je vais peut-être aller m'essayer sur ce format-là un peu bizarre? Il y en a un, oui, qui m'attire forcément. Ça commence par un B, ça finit par un Y. C'est aux États-Unis, dans pas très longtemps en plus. Mais... Oui, j'avoue que ça m'attire juste pour le côté, t'as une carte, une boussole et tu te démerdes dans la pampa avec des pentes et des broussailles pas possibles. Oui, forcément, il y a des formats à la con comme ça qui attirent un peu, mais après, il y a tellement moyen de les créer soi-même, les formats à la con, quoi. Genre faire un marathon sur son balcon ou je veux dire, il y a toujours moyen de faire des trucs complètement débiles, hein. Donc, Alors pour tous ceux qui n'ont pas suivi, c'est Barclay. Ouais, c'est ça. C'est la Barclay. Ouais. Mais après, voilà, ça m'attire, oui et non. Enfin, oui, j'avoue que ça serait plus pour l'ambiance que j'aimerais y aller, pour voir un peu quels sont les gens un peu aussi fous que soi qu'on peut trouver sur ce genre de course, puis pour voir un peu le personnage de Lazarus Lake, hein, parce que finalement j'aurais pu le voir parce que j'ai été sélectionnée 2 fois au championnat du monde de Backyard et j'aurais pu le voir en vrai et en personne, mais Covid, donc ça a été annulé les 2 fois. Je ne désespère pas de le voir un jour en vrai parce que voilà, c'est un personnage de notre sport et c'est juste quelqu'un de mythique, donc on a forcément envie de voir un peu ce que c'est, surtout quand on commence à être un peu passionné de trail, etc. Mais bon, voilà, hein, le problème de la Barclay, c'est qu'il faut être sélectionné et que 40 personnes
sélectionner sur des profils un peu atypiques, etc. Bah voilà, les places sont chères. Mais c'est pas, voilà, si un jour j'y vais, bah ça serait un énorme défi, c'est sûr. J'ai aucune idée de comment je me débrouille avec une carte et une boussole. Enfin, et aucune idée enfin bon, j'ai un peu discuté avec des Français qui l'ont fait, etc. J'ai à peu près une idée de ce que c'est la course, mais c'est le genre de course comme la Spine d'ailleurs, où de toute manière, tant que tu y es pas, t'as aucune. Enfin, tu peux te faire toutes les films mentaux dans ta tête, essayer de t'imaginer le truc. Si t'es pas sur place et que tu vois pas le terrain, si tu vois pas exactement ce que c'est, tu peux jamais savoir exactement ce que c'est. Enfin, c'est le genre de course qu'il faut faire pour voir ce que c'est. Donc voilà, si un jour ça doit se faire, bah tant mieux, et sinon, bah, je ferai comme d'hab, hein. Je regarderai assidûment les réseaux sociaux ça dépend, c'est fin mars, début avril, ça dépend des années, et puis bah voilà, hein, je suivrai ça sur les réseaux avec passion et ferveur comme tous les ans, et puis ça sera très bien aussi. Alors, sans vouloir te manquer de respect, mais dans le genre profil atypique, t'es pas mal quand même, tu vois, avec toute ton expérience et toutes les courses un peu Ouais, bizarres que oui, t'as pu faire. oui, mais bon, ça fait 2 années que je postule, et puis quand je vois le niveau des gens qui vont, voilà, hein, c'est rien n'est assuré, hein. On a toujours des gens plus fous que soi, hein, et finalement, je suis vraiment loin d'être la plus folle des gens qu'on peut trouver sur cette terre. Donc non, on a toujours des gens plus forts, plus impressionnants, et c'est ça qui est bien aussi, hein, parce que c'est ça aussi qui nous montre qu'on peut toujours aller chercher plus loin dans la performance, ou comment dire, dans la performance, ouais. Hmm. C'est vrai que ça, dans le genre profil de coureur ou profil de sportif atypique, ou du moins des gens qui ont des histoires à raconter, ça je le découvre avec le podcast. Et d'ailleurs c'est quelque chose que les gens me disent, mais comment tu fais pour trouver tous ces gens? Et je dis, mais en fait, c'est pas compliqué hein, de trouver des gens qui ont des histoires et des profils comme ça. Plus tu en fais et plus t'en trouves. Ouais, Et, exactement. et en fait, il me faudrait presque 3 assistants pour enregistrer tous les épisodes que j'aimerais, quoi. On est d'accord. Non, Voilà. on trouve toujours un plus fou que soi. Et c'est ça qui est bien, hein. C'est ça qui est génial aussi, hein. Claire, on arrive déjà à 1 heure d'enregistrement. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé? Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu as trouvé cette petite question Non. Si, oui, on pourrait me poser la question, est-ce que vous voulez rentrer, faire demi-tour et rentrer faire demi-tour et rentrer au départ en courant? Et alors, tu voudrais? Ça dépendra de la course. La Spine Race, non. Un 50 km, je dis pas. Ah, c'est vrai, ça, c'est un peu comme le format sur la Saint-Élion, là, la Lyon-Saint-Élion. Tu fais le trajet dans un sens, puis dans l'autre. Exactement, mais je trouve ça génial, hein. Enfin, le concept de la Lyon-Saint-Élion, de tu prends pas le train, tu vas en courant, moi je valide à 100%, hein. Ouais. Et, d'ailleurs, cette année, là, quand j'ai été sur l'UTMB à Chamonix, là, il y avait quelqu'un qui est revenu avec moi en covoiturage, qui avait fait la CCC, donc le format 100 km et quelques, et qui était descendu de Bretagne en vélo, et il remontait comme ça en Blablacar. J'avais trouvé ça génial, le concept. Le gars, il impact carbone zéro C'est quasiment. ça, non, mais je trouve ça génial aussi, quoi. Les gens, ils ont toujours, il y a des profils comme ça. Ouais, non, mais c'est ce genre de profil, on n'en entend pas parler. Enfin, on entend, je vais être un peu trash et polémique, mais on entend toujours parler des mêmes personnes qui font des grosses conneries, mais vraiment nulles, et des gens qui ont comment dire, des démarches comme ça, on n'en parle pas du tout, quoi. Et c'est vraiment dommage. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. Bon, eh ben écoute, merci Claire. C'était un très chouette épisode. Je suis très content d'avoir enregistré avec toi. Je te souhaite une bonne récupération après pour les prochains objectifs. C'est quand d'ailleurs le prochain? La question n'est pas posée, c'est dans 2 jours. Je fais un 200 miles dans 2 jours, donc un 330 km près de Tarragone en Espagne. Je ne sais pas comment je vais faire. Tu m'avais parlé de ça, mais juste quand on a programmé notre échange, mais je croyais que c'était dans un peu plus longtemps que ça. Donc, non, c'est dans 2 jours. Bon, bah, écoute, les jambes en PLS déjà. Eh ben,
Tipa, Exactement. la redoute Léla. C'est ça. La dodo Léla. Ouais. Léla. Et bonne récup rapidement et puis bonne nouvelle course et puis je te souhaite de prendre du plaisir sur ce nouvel objectif et merci encore pour ton temps et De rien, merci à toi. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt.